I like fantasy, seems like you like my melody. And I enjoy the holiday, but you chill on media today. I know what it's like, I know. Sur 70 stagiaires, ils en retiennent que 20. Donc l'écrémage déjà, il est fait déjà par rapport à si on est pro, si on n'est pas pro. Ensuite, quand on passe déjà le premier step, c'est-à-dire que déjà avant d'aller à la formation, il y a un premier step à passer. On le passe, d'accord. Ensuite, on est 70, il n'y en a que 20 qui sont pris. Ensuite, si on ne sait pas jouer au foot, direct on est écarté, parce qu'il y a un test de jeu. Alors, il part du principe que la sensibilité du joueur, tu vois, c'est vrai que quand tu fais des démonstrations, même si la réalité c'est qu'au plus haut niveau, c'est pas Mourinho qui va faire des démonstrations, il y a des collaborateurs, mais dans l'analyse, dans la compréhension de certains détails techniques, c'est un avantage d'avoir joué, à condition que le joueur qui est devenu entraîneur, un peu comme Zidane Venec, que moi j'apprécie, qui est un bon joueur, un très bon joueur, c'est sûr que dans son approche des choses, dans sa sensibilité, dans l'analyse technique d'un joueur, il va avoir un temps d'avance. Mais là où je veux en venir, et ça rejoint ce que tu dis, c'est pas suffisant pour être un grand entraîneur. Tu as des garçons comme Marco Van Basten, qui est un buteur exceptionnel, qui a une trajectoire d'entraîneur très limitée, tu vois. Et là, on a cité des garçons qui n'ont pas eu une carrière professionnelle en tant que joueurs, qui sont devenus de très grands entraîneurs. Donc moi, je te rejoins à ce niveau-là. Je répète, je pense qu'il doit y avoir une réflexion à ce niveau-là. Est-ce que c'est parce qu'il y a un trop gros pouvoir au niveau des anciens joueurs? Bon, j'ai pas les éléments pour si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, d'après mes investigations, c'est vrai qu'il y a l'UNFPT qui milite beaucoup pour la réinsertion des anciens joueurs. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'un entraîneur pro, il y a 40 clubs pro. Donc forcément, si ils envoient 70 coachs, on fait vite la balance. Il y en aura beaucoup qui seront au chômage. Donc c'est ça, d'après ce que j'ai lu, c'est ça qu'ils essayent de faire. Mais après, on peut s'exporter. Regarde le Portugal. Tu as beaucoup plus de candidats par année, l'Espagne aussi, beaucoup plus de. Parce qu'en France, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais il y en a 12, 13, 14 qui sont pris chaque année. J'ai eu une vingtaine de fois. Voilà, donc c'est très limitatif. Je te parle du BEPF, tu vois, dernier diplôme. C'est sûr que c'est très limitatif. Après, bon, tu as pour différentes raisons, même s'il y en a qui se sont exportés. D'ailleurs, on parlait de la CAN, Pierre Lechamp qui a gagné la CAN avec le Cameroun il y a quelques années. Enfin, tu as 15 entraîneurs à l'étranger, on le sait, même si c'est un profil particulier. Mais tu as des entraîneurs qui réussissent quand même. Wenger, il a été initiateur de quelque chose en Angleterre. Ouillet l'a suivi. Et voilà, enfin, tu as quand même une représentation. Ouillet, qui n'est pas passé par le cursus. Oui, effectivement, exact. Ouais. Aussi, c'est un autre exemple. Mais c'est sûr que, encore une fois, je pense qu'il doit y avoir une réflexion à ce niveau-là. Après, pour revenir à ce que tu disais sur la reformulation des diplômes, oui, là je suis entièrement d'accord. Là, c'est clairement, pour moi, je ne suis pas le seul à le penser, je ne sais pas qui a pris cette décision et cette orientation, qui est quand même unique en Europe. Aujourd'hui, tu as un entraîneur qui a l'UEFA A qui arrive de l'étranger, il peut entraîner une nationale 2, une nationale 3 en France. Un garçon qui avait le DEF, qui, quand il l'a eu, avait la possibilité d'entraîner jusqu'au niveau national, hormis les clubs pro. Aujourd'hui, il ne peut même pas entraîner en N2, N3. Donc ça, pour moi, c'est un scandale. Au-delà de l'aspect financier qu'il y a derrière, l'investissement, du temps, etc., c'est comme si demain, tu allais voir un médecin et que tu lui disais, bon, ça fait 15 ans que tu pratiques, mais tu n'as pas vu assez de personnes entre 75 et 80 ans, il va falloir que tu repasses des modules avec un autre intitulé pour avoir ton diplôme. Donc ça, c'est clairement une vraie problématique. Je crois même qu'il y a des gens qui travaillent sur cette problématique, y compris entre la France et l'UEFA, c'est pas très clair. C'est pas très clairement. Et donc, sur ces deux aspects,
effectivement, on peut avoir un avis critique. Après, les installations en France, l'évolution du football français quand même, parce qu'après, on peut avoir sa sensibilité, préférer d'autres types de football, mais la France est 2 fois championne du monde en 20 ans, championne d'Europe. Tu as des joueurs qui partent, qui sont formés en France, qui partent dans les grands clubs et qui sont performants. Donc il y a quand même une qualité de formation en France, même si on profite de ces profils très variés, Carrefour d'Europe. Donc on a beaucoup de profils différents et ça aide. Mais il y a quand même une rigueur dans le travail, une continuité. Alors peut-être, encore une fois, il faudrait peut-être avoir des réflexions sur certains sujets, je le pense, mais il y a quand même de la qualité dans la formation française. D'ailleurs, beaucoup de pays s'en inspirent. C'est sûr, beaucoup s'en sont inspirés, ont pris ce qu'ils avaient à apprendre et ont refait à leur manière, comme l'Allemagne, qui après, dans les années 2010, a quand même dominé un petit peu avec l'Espagne. Les États-Unis qui veulent développer le football, même les Asiatiques s'inspirent de la France. Et pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, ok, d'accord, on a pris 2 Coupes du Monde, 98-2018. Ok, nos joueurs sont bien formés et s'exportent bien. D'accord, mais on n'a pris que 2 Coupes d'Europe. On n'a que 3 entraîneurs, allez, 2,5. Parce que Herrera et sa nationalité, voilà, on n'a que 2 entraîneurs et demi qui ont gagné des Coupes d'Europe. Je trouve que c'est trop peu. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai que, alors après, c'est sans doute culturel, ou sans doute qu'on est bien en France. Je te citais le Portugal, c'est pas spécifique aux entraîneurs de football. Tu sais bien que c'est un pays où les gens sont obligés de partir à l'étranger pour gagner leur vie. Tu vois, c'est pas une tendance en France. En France, les gens qui sont en France vivent en France. Rarement, enfin en tout cas beaucoup moins partent à l'étranger. Les conditions sont meilleures, même si les choses ont évolué, mais il y a encore 20-30 ans, il y a des pays comme le Portugal, encore une fois, qui ont besoin d'aller gagner ta vie à l'extérieur, donc les entraîneurs n'échappent pas à cette loi. Après, ça peut rejoindre aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur les profils. Peut-être que tu as des profils différents qui sont beaucoup plus ouverts à l'étranger. Moi, comme tu sais, j'ai passé 1 an en Suisse et ça a été une super expérience. Et effectivement, sur ce point, peut-être qu'il y a une réflexion à avoir, mais encore une fois, on est dans un pays où on n'a pas forcément besoin de partir à l'étranger. Franchement, ça dépend. Parce que déjà, rien que le prix, moi, déjà, ça m'a fait. J'étais surpris du prix du diplôme. Et sachant que Luxembourg, Portugal, Angleterre, Espagne, sont aux alentours, allez, entre 3 000 et 5 000 euros. Non, mais je te rejoins sur cet aspect-là, entre la difficulté pour certains, pour les profils atypiques, de s'imposer dans ce milieu-là, dans ces formations-là, entre le coût, qui est très important, mais ça c'est aussi la marque du succès. On est en France, il y a beaucoup de candidats. À un moment donné, voilà, même si je te rejoins, et cette redéfinition des diplômes, pour moi, c'est quelque chose qui doit être critiqué. Il faut avoir une vraie réflexion. Mais encore une fois, il faut prendre les choses dans un ensemble. On a quand même beaucoup de formateurs de qualité, on a un travail très rigoureux et suivi, voire recopié comme on disait. Donc c'est ni noir ni blanc. Tu vois, on est beaucoup dans la dualité aujourd'hui, on aime dire que c'est pas bien ou que c'est bien, il faut aller au-delà de ça. Il faut essayer de s'intéresser effectivement aux choses qu'on peut améliorer, et ces 2 aspects, c'est clair. Mais faut reconnaître qu'il y a de très bonnes choses dans la formation française. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, on en discutait tout à l'heure et tu me parlais de ton modèle d'entraîneur.
Alors, oui, je te disais que, bon, je vais reprendre une formule de Capello qui disait que, alors je crois que c'est Capello, oui, je suis pratiquement sûr, il disait un entraîneur c'est un voleur. Alors qu'il voit un exercice, il peut le recopier, se l'approprier, le modifier. Voilà, le football appartient à tout le monde. Déjà, c'est la première chose. Aimé Jacquet lui-même, lors d'une formation à Clairefontaine, avait dit j'étais entraîneur à Bordeaux, j'allais voir des séances de DH à l'époque dans la région et il m'arrivait de recopier des exercices. Donc tu vois, il faut avoir cette humilité. Hein. Ça, c'est un peu pour répondre à ceux qui ont une logique fermée. On parlera de philosophie tout à l'heure, de jeu. Voilà, il doit être tout le temps en mouvement et tout le temps s'adapter au contexte. C'est comme la philosophie de jeu. À un moment donné, tu me posais la question, c'est quoi ta philosophie de jeu? C'est une question qu'on m'a souvent posée. Je n'ai pas de philosophie de jeu. Tu vois, ce qu'il faut, c'est maîtriser les philosophies de jeu ou les projets de jeu. Et en fonction du contexte dans lequel tu es, c'est-à-dire la qualité de tes joueurs, le profil de tes joueurs, les ambitions du club, les objectifs que tu te fixes avec ta direction, bah là tu mets en place ce qui est le plus cohérent pour être performant et gagner, tout simplement. Mais ça, c'est du pragmatisme. Ouais, mais c'est, enfin, le football, c'est comme tous les sports, à un moment donné, là tu as un adversaire et le but c'est de gagner, on est d'accord sur ça. Après, si pour certains c'est pas de gagner l'objectif, là c'est différent. Moi c'est de gagner. C'est pour ça que moi j'entends Didier Deschamps. Didier Deschamps c'est en tant que joueur il a tout gagné. Alors moi je suis nantais donc j'ai des a priori un peu favorables. Je l'ai vu démarrer, tu vois, à 17 ans avec le FC Nantes. Donc, mais tout ce qu'il a gagné en tant que joueur, tout ce qu'il a fait en tant qu'entraîneur, il a quand même fait remonter la Juve de Ligue 2 en Ligue 1, il a été champion du monde, champion d'Europe. Donc à un moment donné, tu veux dire quoi? Oui, j'aurais préféré que le profil des joueurs qu'il a, avec sa philosophie générale, fait que derrière tu gagnes des titres de champion du monde, de champion d'Europe. Tu sais, dans quelques années, qu'est-ce qu'on retiendra? Tiens, la France, elle a 2 Coupes du Monde, un championnat d'Europe. T'es trop jeune, mais à part en 84, on avait une Dream Team, vraiment l'équipe de France c'était un régal. Les années d'après c'était beaucoup un football, panache, etc. Mais tu gagnais rien à la fin. Donc après il faut savoir, et on le critiquait parce que ça n'allait pas au bout. À un moment donné, en fonction des joueurs, tu vois, Aimé Jacquet, pendant 4 ans il a été critiqué parce qu'il a insisté avec Thuram, Lizarazu, De Sailly, Laurent Blanc. 3 milieux défensifs, parfois, voilà, on disait c'est stéréotypé, c'est trop défensif. Il n'avait jamais été champion du monde. Et ils sont champions du monde derrière, avec peut-être la défense de Milan des années avec Tassotti, Baresi, Costa Curta, Maldini. Moi, la défense française avec Barthez, Thuram, De Sailly, Laurent Blanc et Lizarazu, pour moi, c'est les 2 meilleures défenses que j'ai jamais vues. D'une solidité extraordinaire, tu vois. Et ça, c'est un travail. Pour moi, malgré les critiques, c'est un travail pour rendre l'équipe compétitive et gagner des titres derrière. Après, c'est subjectif si tu ne gagnes pas. Tu vois, t'as des gens, ils prônent le beau football, on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, est-ce que le beau football, c'est se faire des passes dans notre surface de réparation sans pressing adverse, faire 50 passes dans notre moitié de terrain sans adversité à 2 à l'heure en marchant? Je pense pas, tu vois. Alors bien sûr, on en revient au fameux Barcelone ou à ces équipes qui se projettent, qui jouent dans les pieds, qui vont vite, qui mettent de l'intensité dans tout ce qu'ils font très bien. Mais encore une fois, ça dépend du profil des joueurs que tu as. Tu vois, si tu veux avoir une équipe qui joue, comme on dit, en attaque placée, qui gagne ses matchs tout en ayant un temps de préparation important, il faut des joueurs de qualité qui se déplacent, techniquement très bons, qui ont une prise d'info, qui ont une coordination des courses et qui ont une transition défensive, comme on appelle ça, performante. Sinon, tu ne peux pas gagner un match. Si tu fais que de jouer à la baballe, quand tu perds un ballon, tu t'arrêtes, t'es mort. Je caricature exprès pour que tu comprennes. Donc, moi, il n'y a pas de philosophie de jeu préférentielle. Moi, j'ai gagné un championnat de DH en prenant 12 buts. Donc, on m'a fait une étiquette. Le mec, c'est un entraîneur défensif. Quand je suis parti en Suisse, j'avais des joueurs comme Pavel Pergel. 4 Ligues des Champions, défenseur central, il fixait les attaquants, il revenait, il ne perdait pas un ballon. Il y avait Hakan Yakin, c'était un peu notre Messi, tu vois, on ne perdait pas un ballon, donc on avait le ballon tout le match. Ouais, j'ai un peu travaillé la transition défensive, parce qu'en Suisse on avait tendance à la perte de balle à s'arrêter un peu, on était un peu... et d'ailleurs on ne se faisait pas contrer, parce que les équipes prenaient le temps de tu vois, ce qu'on appelle transition ou attaque rapide, mais pas beaucoup. C'était vraiment...
construire un temps de préparation, etc. Donc on a beaucoup travaillé sur ça pour rendre l'équipe un petit peu plus compétitive. Mais tout le reste du temps, on avait le ballon. Mais c'était le profil des joueurs. J'allais pas demander à ces joueurs-là de jouer bas et de contrer. On n'avait pas de profondeur offensive. On avait des joueurs qui ne la perdaient pas, qui arrivaient à avancer progressivement et faire le décalage qu'il fallait au bon moment. Donc c'est comme ça qu'on jouait, tu comprends? Donc ce qu'il faut, c'est maîtriser tous les paramètres. Et après, ce schéma-là, tu peux en avoir un autre, mais tu as quoi dans un match de foot? Tu as les moments où tu as le ballon, où tu perds le ballon, où tu récupères le ballon, où tu n'as pas le ballon. Tu vois, il n'y a rien d'autre, plus les coups de pied arrêtés. Donc quand tu as le ballon, quand tu perds le ballon, quand tu récupères le ballon ou quand tu n'as pas le ballon, il faut juste que ces 4 éléments soient cohérents. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit, tu ne peux pas demander à une équipe d'être en attaque placée et à la perte de balle, pas travailler les transitions défensives, parce que sinon tu te fais contrer, tu as 50 mètres dans le dos, en une passe tu prends des buts. Tu vois, on en avait discuté de ça. De la même façon que tu ne peux pas avoir une équipe parce que tu as des défenseurs un peu lents, parce que tu as des garçons devant qui vont très vite et que tu décides d'avoir un bloc bas, tu ne peux pas à la récup du ballon t'amuser à te faire des passes dans la surface. Le but, c'est à la récupération de se projeter et de trouver vite les espaces. Il faut que tout ça ce soit cohérent. Et ce projet de jeu, tu le travailles avec tes joueurs en fonction du profil des joueurs, des objectifs aussi. C'est sûr que si un entraîneur te dit, si un président, un directeur te dit, écoute, moi je ne veux pas gagner un championnat, je veux juste que dans un match, on ait la possession tout le temps, et que tu as une équipe de qualité, peut-être oui, tu vas peut-être privilégier certaines choses qui vont faire que tu vas avoir un petit peu moins de résultats, mais tu vas plus correspondre à l'image qu'on attend. Mais la réalité, c'est que dans le foot, il faut gagner, c'est tout. Quand tu gagnes, tu es dans le vrai. Mais moi j'aime bien aussi savoir pourquoi et comment et tout ça. Oui, mais tu vois, après il y a des a priori qui sont importants. Quand on parle de Guardiola, par exemple, on l'assimile au Barcelone de l'époque. Quand tu vois, c'est vrai que Manchester City, sous pression, tout le temps, ils ont une possession de balle extraordinaire. Mais si tu le lis ou que tu l'entends, il te le dit. Si mon central arrive à trouver mon attaquant en une passe, c'est fantastique. Pourquoi se faire 25 passes avant? Surtout que si tu perds le ballon, tu as ton bloc qui est en place, tu restes équilibré, tu ne te mets pas en danger. Tu vois? Donc il le dit lui-même. Pourtant, c'est un entraîneur qui prône le football très offensif. Donc, tu vois, je pense que les gens mélangent les choses, sont focalisés sur un beau jeu, mais un beau jeu, ça ne veut rien dire. Tu vois? Surtout si tu n'as pas les joueurs plus, tu as assez d'expliquer. Mais c'est esthétique, c'est subjectif, c'est ça que je veux te dire. Pratiquer un beau jeu, c'est quoi? Tu vois, il y a quelques années, tu as un entraîneur espagnol, le nom m'échappe, il est arrivé en Angleterre et son équipe avait une possession incroyable. Il se faisait 50 passes avant d'arriver à 30 mètres du but adverse. Et le public sifflait. Parce qu'on était en Angleterre, ils étaient habitués à ce qu'il se passe des choses dans les deux surfaces, à du kick and rush comme on appelle ça, du jeu direct des deuxièmes ballons. Et le public s'est mis à siffler. Donc tu vois, c'est subjectif, c'est ça que je veux te dire. Et moi, j'évalue les choses en fonction des résultats. Sinon, ça reste subjectif. D'accord. I like fantasy, seems like you like my melody. And now enjoy the holiday, but you tell me the other day. I know what it's like.